Les orthodoxes à travers le monde célèbrent Pâques ce dimanche, un week-end pascal pas comme les autres en Géorgie, où depuis 3 semaines maintenant, les manifestations pro-Union européenne se multiplient devant le Parlement de Tbilissi. Protestations notamment contre le projet de loi controversé, dit sur l'influence étrangère, adopté d'ailleurs en deuxième lecture cette semaine. Une troisième lecture est prévue et si cette loi est définitivement adoptée, elle exigera de toute ONG ou tout média recevant plus de 20% de son financement de l'étranger qu'il s'enregistre en tant qu'organisation poursuivant les intérêts d'une puissance étrangère. Parmi les manifestants qui ne décolèrent pas, énormément de jeunes. Régis Janté et Talinoun Jian sont allés à leur rencontre. Regardez leur reportage. En ce week-end de Pâques, on s'aperçoit finalement qu'il y a certes un peu moins de monde, les gens sont partis au village, mais l'ambiance est toujours là et la détermination aussi. On a vu ce mouvement persister sur près d'un mois. Je pense qu'on a bien plus confiance en notre puissance désormais. Il n'y a pas d'alternative. Si l'on perd, c'est la fin pour nous. La Géorgie se bat pour son indépendance en ce moment, être indépendant de l'influence russe. Si on abandonne ça, on ne sera plus là en tant que pays. Donc on n'a pas d'autre choix. La démocratie est menacée, on ne peut pas se permettre d'être passif. C'est un moment qui sera écrit dans les livres d'histoire et pas seulement en Géorgie, en Ukraine, en Israël et à Gaza, en Iran, partout où il y a des régimes autoritaires. Nous devons d'être un exemple qui montre que la démocratie survivra et se diffusera dans le monde entier. C'est une Pâques cette année très spéciale en Géorgie, puisque d'un côté, il y a une ambiance de trêve pour ce week-end pascal et en même temps de veillée d'armes avant une troisième lecture qui sera décisive. La Géorgie a eu une expérience difficile avec la Russie, par exemple à cause des guerres et de tout en général. Donc il faut qu'on gagne dans tous les cas, car la Géorgie est née pour être en Europe. La Géorgie va gagner et c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Nous allons gagner. On sent ce soir un mouvement qui est très fier de ce qu'il a obtenu en 3 semaines et qui veut croire en ses chances de pouvoir faire plier le gouvernement. Et on en reparle ce soir avec l'invitée d'Au cœur de l'info, la journaliste au Monde, Faustine Vincent. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de l'espace post-soviétique, notamment des pays du Caucase, où vous êtes rendu à de nombreuses reprises. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va tout d'abord revenir ensemble pour bien comprendre sur ce projet de loi très controversé, dit sur l'influence étrangère. Ces détracteurs et notamment ces jeunes qui manifestent l'appellent la loi russe. Elle est effectivement calquée sur une loi qui existe depuis 2012 en Russie et qui a de fait permis d'éliminer la quasi-totalité des organisations de la société civile. C'est effectivement le risque aujourd'hui si cette loi est définitivement adoptée. Oui, si la loi est définitivement adoptée, c'est effectivement le risque. Et ce qui se joue aujourd'hui en Géorgie, c'est très clairement l'avenir du pays. Vous avez une société civile qui est très, très vivante, mais qui est l'un des derniers endroits d'indépendance, qui permet de surveiller ce que fait le pouvoir, etc. Et c'est précisément ça qu'essaye de détruire le dirigeant de facto du pays, Bidzina Ivanishvili. Donc, c'est en reprenant aussi cette loi qui a permis de faire taire toutes les voix critiques en Russie et qui menace effectivement à son tour de détruire toutes les ONG et les médias indépendants. Alors, il y a eu de grandes manifestations cette semaine. Ces manifestations durent maintenant depuis 3 semaines. Notamment mercredi, il y a eu, je crois, jusqu'à 80 000 personnes devant le Parlement de Tbilissi. On a quand même senti un tournant cette semaine avec une répression qui n'existait pas encore il y a quelques semaines. Comment est-ce que vous interprétez cette méthode forte désormais employée par le gouvernement ? Alors effectivement, jusqu'à présent, les manifestations sont parfaitement pacifiques et là, il y a eu une gradation dans la répression avec l'usage des lacrymogènes, des canons à eau qui avaient déjà été employés l'an dernier. Il y a eu aussi des balles en caoutchouc qui auraient été tirés. Alors le gouvernement dément, alors qu'il y a de nombreux témoignages qui montrent le contraire. Et il y aurait aussi, là on le voit de plus en plus sur les vidéos, de petits groupes d'hommes en civil qui attaquent des manifestants. Et ça, c'était déjà des choses qu'on avait pu voir en Ukraine au moment de Maïdan.
Maidan, Qui par exemple. sont-ils ? Alors, on ne sait pas trop, mais a priori, il y a de très forts soupçons pour que justement ils soient payés par le gouvernement pour décourager les manifestants de revenir. Donc, le gouvernement semble très déterminé cette fois à faire passer sa loi. L'objectif, c'est sans doute d'intimider évidemment les manifestants, de recourir à des provocations qui vont peut-être mener à des affrontements et après d'accuser les manifestants d'être des radicaux. Et c'est déjà ce qui est à l'œuvre. C'est-à-dire que là, il y a eu quelques affrontements. Il y a aussi un leader de l'opposition qui a été battu, absolument, qui a été battu, tabassé, le leader du principal parti d'opposition. Et donc là, on voit très clairement qu'il y a eu une nette gradation dans la répression qui a été unanimement condamnée à l'étranger. Donc c'est ça le risque aussi un peu dans les semaines à venir. On voit aussi que l'opposition appelle vraiment faire attention à ne pas céder aux provocations, à rester parfaitement pacifique, être exemplaire. On voit que d'ailleurs les manifestants le sont. On a senti quand même une ambiance très bon enfant. Absolument, c'est bon enfant. Il y a des chants, il y a des danses. On a vu des manifestants ranger après les manifestations, nettoyer les poubelles, etc. Donc voilà, on va voir comment ça peut se passer, mais en tout cas, effectivement, le gouvernement a recouru cette fois à la méthode forte. Il a eu des avertissements qui font que pour l'instant, ça a l'air de se calmer, mais voilà, on ne sait pas comment ça se passera après. Vous avez voulu revoir des images d'archives de l'année dernière, de 2023, des images qui ont d'ailleurs fait le tour du monde. Celle d'une manifestante géorgienne aspergée par un camion à eau. Elle s'appelle Nana Malashkia, fonctionnaire, devenue d'ailleurs une véritable icône des manifestations de l'an dernier, déjà contre ce projet de loi. Pourquoi est-ce que vous vouliez revoir ces images très fortes et qu'est-ce qui a changé depuis ? Alors cette femme, elle incarne vraiment, elle est devenue malgré elle le visage de la résistance du peuple géorgien face à son gouvernement, son propre gouvernement, et à ses dérives pro-russes. Et c'était en 2023, en mars 2023, la première fois que le gouvernement a essayé de faire passer cette loi, puisque là c'est la seconde. Ça avait déclenché déjà de très nombreuses manifestations, et donc cette femme... Ils avaient reculé, donc à l'époque. Ils avaient reculé au bout de 48 heures, avec des pressions à la fois donc, des manifestants et des condamnations internationales. Et cette femme qui avait pris le risque d'aller manifester alors qu'elle est fonctionnaire à la mairie de Tbilissi, était très en colère. Moi, je l'ai rencontrée après. Elle racontait qu'elle était très, très en colère parce que c'était tout le rêve européen qui s'effondrait si cette loi était adoptée. C'était la rupture avec l'Europe et c'était le retour sous l'influence russe. Or, cette femme qui a connu l'URSS, voilà, tout ce passé-là qui a connu la guerre de 2008, évidemment, avec la Russie, se disait que voilà, c'était un danger, enfin que c'était une menace existentielle et qu'il fallait à tout prix prouver l'attachement de la population à l'Europe et que c'était ce rêve-là qui risquait de s'effondrer. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, le milliardaire Bidzina Ivanishvili, donc le président honoraire de ce parti au pouvoir, rêve géorgien et de fait le véritable homme fort du pays, a fait un discours lundi qui a beaucoup interpellé et dans lequel il accuse directement les Occidentaux de vouloir installer un régime d'agents à Tbilissi, une sorte de diatribe conspirationniste qu'on aurait pu entendre dans la bouche de Vladimir Poutine. Qu'est-ce que ça vous a inspiré ? Enfin, est-ce que ça vous a surpris ? Là aussi, est-ce que c'est un tournant ? Alors, c'est un tournant parce que c'est la première fois que Bidzina Ivanishvili, qui est un homme très discret, multimilliardaire, etc., qui intervient très peu, qui préfère diriger le pays dans l'ombre, intervient en étant ouvertement pro-russe. C'est-à-dire que jusqu'à présent, Rêve géorgien, le parti qu'il a fondé, maniait un double discours. Il disait être attaché à l'Europe, vouloir tout faire pour l'intégrer, tout en faisant tout pour saboter le processus. Donc c'était du bluff quand il disait... C'était du bluff, voilà, mais ça a dupé beaucoup de monde. L'objectif, c'était usage interne, pour avoir un électorat fidèle et parce que ce serait un suicide politique de s'afficher pro-russe ouvertement dans ce pays qui est très largement pro-européen, à 80%. C'est le pays le plus européen de la région. Donc, en l'occurrence, 20% du territoire, on le rappelle, est occupé par la Russie depuis la guerre de 2008. Depuis la guerre de 2008. Donc la Russie, on le rappelle, on va sans doute d'ailleurs voir une carte qui va s'afficher, qui occupe donc l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Voilà.
Et donc Bidzina Ivanishvili, en assumant ce discours ouvertement pro-russe, conspirationniste, en accusant, en mettant à la fois les Occidentaux, l'opposition géorgienne et la société civile géorgienne dans le même panier, sous l'étiquette de parti mondial de la guerre, qui fomenterait une révolution pour renverser le gouvernement et pour installer ses agents, finalement tombe le masque. C'est une façon, là, aujourd'hui, de voir très clairement où se situe le gouvernement géorgien. Et il a aussi fait des accusations très controversées dans ce discours concernant justement cette guerre de 2008. Oui, alors il accuse depuis toujours, à vrai dire, son prédécesseur Mikhail Saakashvili, qui est son grand rival, qui est l'ancien président de la Géorgie, qui est aujourd'hui emprisonné d'ailleurs, d'être à l'origine de la guerre et d'avoir provoqué la guerre de 2008. Et c'est aussi pour ça que Rêve géorgien se met vraiment... Enfin, le discours de Rêve géorgien, c'est de dire que nous sommes le parti de la paix, de la stabilité, le garant de la stabilité. Il ne faut pas irriter Moscou, il faut faire attention, etc. Ce que la société civile considérait jusqu'à présent comme une annexion rampante, en fait, de la Géorgie, non seulement à travers ces gages de bonne volonté, mais aussi parce que voilà, les troupes russes, vous le disiez, occupent 20% du territoire depuis la guerre de 2008, mais elles grignotent aussi peu à peu le territoire, elles enlèvent des citoyens, voire elles les tuent régulièrement, les citoyens géorgiens. Donc vous avez là l'influence russe qui est clairement mise à jour. On sait qu'il y a des élections législatives en octobre prochain. Est-ce que cette échéance électorale explique le durcissement actuel également ? C'est l'une des raisons pour lesquelles cette loi est revenue au Parlement. C'est que, effectivement, pour ces élections qui se passeront en octobre, Rêve géorgien va essayer de remporter un 4e mandat. Ça fait déjà 12 ans qu'ils sont au pouvoir, mais l'objectif, c'est précisément de discréditer et de faire taire toutes les voix critiques potentielles. Donc, s'il n'y a plus de médias indépendants, et ils sont déjà très fragiles, ils dépendent pour beaucoup des subventions occidentales, ça sera le champ libre, justement, pour gagner un 4e mandat largement, parce qu'il n'est pas question d'envisager une coalition, ce serait impossible, donc avoir suffisamment de voix au moment où le parti commence à être de moins en moins populaire. Beaucoup de personnes font la comparaison entre ce qui se passe actuellement en Géorgie et l'Ukraine au moment des manifestations de Maïdan, mais aussi comparaison avec la Biélorussie. Est-ce que ces comparaisons vous semblent pertinentes et pourquoi ? Alors effectivement, la comparaison avec Maïdan revient très régulièrement. Elle est dans tous les esprits, à la fois en Géorgie et en Ukraine et en Russie, à vrai dire, et aussi dans la tête de Bidzina Ivanishvili, qui c'est pour ça d'ailleurs qu'il dit qu'il y a tout un complot qui ordit pour le renverser. Il y a effectivement des similitudes, c'est-à-dire que en Ukraine en 2013, la révolution de Maïdan, c'est une population qui se dresse contre son président pro-russe Viktor Yanukovych, qui à ce moment-là rompt sa promesse de signer un accord d'association avec l'Union européenne et qui, du coup, menace l'avenir du pays, qui serait susceptible de revenir aussi dans l'orbite de la Russie. Là, vous avez effectivement des choses qui correspondent aussi avec cette population farouchement pro-européenne qui voit son avenir pro-européen lui échapper et qui décide de se battre pour défendre à la fois cet avenir européen, la démocratie, la liberté, l'état de droit, et donc avec, encore une fois, cet enjeu un peu existentiel. Alors justement, sur l'attachement à l'Europe que vous évoquiez, selon les sondages, 80% de la population géorgienne soutient cette intégration européenne. On sait que la présidente Salomé Zourabichvili est très pro-européenne, elle aussi. Elle l'a dit, elle entend mettre son veto lors de la 3e lecture de ce projet de loi au Parlement, mais celui-ci pourra donc passer outre. Oui, c'est un veto qui est purement symbolique parce qu'il peut être révoqué très facilement. Rêve géorgien dispose de suffisamment de voix au Parlement pour le révoquer. Donc c'est une formalité. Le but, c'est vraiment de relayer la voix de la population en disant on est contre. C'est un positionnement symbolique, mais dans les faits, ça ne changera rien. Si ça passe en 3e lecture la semaine du 13, alors a priori le 17, mais ça peut être mouvant, le veto sera prononcé dans la foulée. Il y a 15 jours environ avant qu'il soit révoqué. Donc on reste dans une décision symbolique. Juste, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur Maïdan. Petite précision, c'est que la différence entre Maïdan et ici, c'est que les Géorgiens, comme vous le mentionniez, ont déjà affronté la Russie en 2008, à la différence des Ukrainiens quand ils ont fait leur révolution de la dignité, ce qui peut être une des raisons qui peut-être pourrait freiner certains de peur de déclencher à nouveau un nouveau conflit avec la Russie. Salomé Zourabichvili, qu'on voit derrière vous, on est convaincu, Vladimir Poutine, je la cite, veut arrêter la Géorgie sur sa voie européenne. C'est donc un bon résumé ?
Absolument, c'est une façon de rompre avec cette trajectoire européenne qui, encore une fois, est un pilier de la politique étrangère de la Géorgie au point que c'est inscrit dans la constitution géorgienne. Oui, elle l'a rappelé d'ailleurs sur notre antenne Voilà. cette semaine qu'elle défendait à cet égard la Constitution, tout simplement. La perspective euro-atlantique, donc intégrer l'Union européenne et l'OTAN, feront effectivement partie de la Constitution géorgienne. Alors, il y a eu des condamnations multiples de l'Occident ces derniers jours, ces dernières semaines, par rapport à tout ce qui se passe en Géorgie. Il y a aussi alors, de la part de l'Union européenne, mais aussi du département d'État américain, je le cite. Il nous dit « Les actions du gouvernement géorgien sont incompatibles avec les valeurs démocratiques qui sous-tendent l'adhésion à l'UE et à l'OTAN. » Une déclaration donc logique et attendue, mais à travers ces mots, est-ce que c'est pas exactement ce que veut entendre Rêve géorgien, le pouvoir en place? Oui, parce que Rêve géorgien, justement, dans cette stratégie qu'il observe depuis maintenant des années, consiste à donc à la fois clamer qu'on veut intégrer l'Union européenne et tout faire pour que ça ne marche pas, de façon à rejeter la responsabilité d'un échec sur les Européens ou l'intégration de l'OTAN sur d'autres. Mais en tout cas, le but, c'est vraiment de se déresponsabiliser. Donc oui, c'est un très bon résumé, ouais. Et d'ailleurs, on sent l'Union européenne, si je puis dire, embarrassée sur ce sujet. Ils ne savent pas trop comment réagir. Ils savent pas trop parce qu'ils sont un peu piégés. C'est-à-dire que eux, jusqu'à présent, ils ont depuis 30 ans accompagné. C'est le premier donateur de la Géorgie. Ils ont accompagné la Géorgie sur la voie des réformes démocratiques pendant des années. Ils ont versé avec les États-Unis des milliards de dollars pour favoriser cette transition démocratique. Et aujourd'hui, 4 mois après que la Géorgie a obtenu le statut de candidat officiel à l'UE, vous avez ce gouvernement qui les assimile à des ennemis. Donc, ce qui est compliqué, c'est que la guerre en Ukraine a été un tournant à cet égard. C'est que l'Europe, elle a aussi besoin de garder la Géorgie dans son camp. C'est-à-dire que si elle y renonce, la Géorgie bascule dans le camp de Moscou, en pleine guerre en Ukraine. Et c'est aussi un enjeu de sécurité pour les Européens. C'est-à-dire que c'est non seulement un test de crédibilité, mais c'est aussi un enjeu de sécurité. Donc là, la difficulté, c'est comment on fait pour essayer de décourager le gouvernement sans pénaliser la population. Donc il y a plusieurs pistes qui sont à l'œuvre. Pour l'instant, ils se bornent à des condamnations parce que éventuellement, ils ont... Ça pourrait être des sanctions ? Alors, pour l'instant, c'est pas évoqué officiellement. Les Géorgiens le réclament beaucoup, visant Bidzina Ivanishvili. Et le problème, c'est que pour des sanctions, il faut l'unanimité des 27. Or, au sein des 27, il y en a certains dont on sait, comme la Hongrie, par exemple, qui serait a priori très peu enclin à voter des sanctions visant le milliardaire. Donc, voilà, c'est un chemin très compliqué. Et au final, c'est ce que me résumait Viola von Kramon, qui est une députée européenne. C'est un peu un jeu perdant-perdant et où l'Europe se retrouve un peu piégée. Faustine Vincent, un dernier mot sur cette jeunesse, la génération Z, qui était déjà moteur dans les manifestations en Géorgie en 2023. Elle vous surprend par sa témérité ? Elle a beaucoup surpris les Géorgiens eux-mêmes, à vrai dire, en 2023, quand ils sont descendus massivement dans la rue, de façon spontanée et non organisée. C'est ce qui a d'ailleurs beaucoup surpris le gouvernement lui-même et qui lui a fait très peur, parce que eux, ils sont viscéralement attachés à l'Europe, à la liberté, parce que certains d'entre eux ont pu voyager en Europe grâce à la libéralisation du régime des visas, qui est à l'œuvre depuis 2017 en Géorgie. Et donc, voilà, ils sont sur les réseaux sociaux, ils parlent tous anglais, enfin, ils sont tournés vers l'Europe. Et la Russie fait figure vraiment d'épouvantail. Donc, ces jeunes se sont extrêmement mobilisés dès 2023 et ce sont eux aujourd'hui qui se manifestent, enfin qui se mobilisent énormément. C'est eux qui tiennent le pavé tous les jours et qui sont vraiment une lueur d'espoir énorme pour les Géorgiens, dont une partie de la population malgré tout est résignée. C'est-à-dire que tous croient continuent à aspirer à l'Europe. Une grande partie est prête à aller jusqu'au bout pour ça, mais une partie aussi se dit peut-être qu'on doit y renoncer parce que c'est trop tard, on ne peut rien y faire. Donc ces jeunes-là sont vraiment porteurs d'espoir et puis peut-être que ça dépendra d'eux et de la population géorgienne. Merci beaucoup Faustine Vincent pour votre éclairage ce soir sur la Géorgie et je renvoie à vos excellents reportages sur le sujet dans les colonnes du journal Le Monde. C'est la fin de cet entretien. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous. Prochain point complet sur l'actualité internationale dans quelques minutes.